clients. L'objectif, par exemple, de faire sortir un sans-abri d'un appartement pour laisser la place à l'autre. Il faut avoir une grande humilité par rapport à ça. Donc cette créativité, elle vient vraiment déjà dans la différence de ces structures, mais elle vient aussi de l'apport et l'ouverture que l'on offre aux consultants de l'équipe Selensia. En fait, dans notre métier de conseil, il y a des périodes où les consultants sont entre deux missions. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, bon, d'accord, ces consultants entre deux missions, ils peuvent s'investir pour Selensia, pour l'entreprise, mais peut-être pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas à profit ce temps-là pour qu'ils s'investissent en dehors de l'entreprise, pour leur donner aussi un sens supplémentaire à leur métier de consultant. Et ça leur offre une ouverture immense sur les questions sociales, et donc ça génère, ça ouvre et ça stimule la créativité des collaborateurs sans aucun doute. Merci beaucoup Laurent Deferry avec l'association Toi Moi. Merci beaucoup Denis. Donc on l'a vu dans ce premier temps d'intervention, voilà quelques modes de management créatif qui consistent à s'appuyer sur ses savoir-faire dans un premier temps, sortir de sa boîte dans le deuxième temps et puis innover socialement. On arrive à la moitié de cette table ronde. Maintenant, s'il y a des questions, on va en profiter parce que si on attend de tout dérouler, forcément, on risque d'en zapper. Si vous souhaitez réagir, intervenir, poser une question, surtout n'hésitez pas. On peut prendre ce temps-là aussi. C'est le but de cette table ronde, de vous permettre de réagir. Voilà. Bon, la digestion va bon train, tout va bien. oui, me fait-on. Ok, bon, on va poursuivre alors. Et surtout, si à certains moments vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à me faire signe, à lever la main. Je me dirigerai vers vous et vous permettrez de réagir parce que le but du jeu aussi est de vous permettre de profiter d'avoir nos trois dirigeants avec nous pour éventuellement leur poser des questions, éventuellement leur soumettre vos freins, vos réticences à vous-même, intégrer la créativité dans votre méthode de management parce qu'effectivement c'est une belle intention mais c'est pas toujours évident à mettre en œuvre. Nous allons poursuivre avec la posture du leader, comment savoir manager en libérant les énergies créatives. Alors là, je me retourne de nouveau vers vous, François Barraud. C'est ce qu'on avait commencé à évoquer tout à l'heure. On peut être créatif, il faut que ça soit appuyé par une volonté du leader de l'entreprise. Alors tout à fait. Lorsque M. Hubert de Boisredon en 2008 a décidé d'investir massivement de l'argent pour se diversifier et rentrer dans le domaine de l'énergie. Donc tout à l'heure, je vous présentais cette nouvelle technologie. On est les premiers au monde aujourd'hui à fabriquer du photovoltaïque organique. Et l'enjeu pour M. Hubert de Boisredon n'était pas simplement de fabriquer un panneau solaire, mais aussi de donner, on parlait de beaucoup de sens, et je trouve que c'est ça, on parlait tout à l'heure, il faut être utile. Je trouve que le mot utile sens, ça résonne aussi très très fort chez nous. Et l'enjeu pour M. Hubert de Boisredon est de dire, et ça je trouve que c'est très très fort, je suis rentré dans l'entreprise pour ça, et j'ai signé pour ça, il me disait, je veux que cette technologie soit accessible à tous. Oui. Aujourd'hui, lorsque vous voyez des panneaux solaires, la plupart du temps on les voit sur les toits d'une maison, mais très peu d'entre nous, même dans le monde, ont un panneau solaire ou l'énergie solaire avec soi. Ou même de pouvoir à quoi ça sert, comment ça marche. Et il m'a dit, aujourd'hui c'est ça que je veux. Et je vous propose qu'on l'écoute. On a justement un petit extrait en vidéo où il évoque la prise en compte de la transition énergétique et la nécessité d'appliquer les codes du développement durable. On l'écoute tout de suite. Au cœur de la stratégie de l'entreprise. Toutes les matières plastiques, cuivre, aluminium qui ne sont pas réutilisées dans la production sont traitées écologiquement pour devenir des matières qui sont transformées en nouveaux produits qui peuvent être vendus à nos clients. Chez Armor, quand on s'engage dans la transition énergétique et les énergies renouvelables ou l'économie circulaire avec les cartouches remanufacturées, ça répond à deux enjeux de société qui sont préserver la planète et puis finalement préparer l'industrie de demain. François Barraud, le leader doit être visionnaire pour encourager la créativité de ses équipes. Oui, visionnaire et à la fois aussi
je veux dire, à la fois cette possibilité de déléguer, c'est-à-dire visionnaire, parce qu'on parle de Et créativité. donner la possibilité de faire. Exactement. C'est-à-dire, en fait, lorsqu'on parle de créativité, elle ne se fait pas par une seule personne. Donc, effectivement, c'est un travail collectif qui est très important. Et lorsque cette mission, cette vision a été partagée, moi, lorsqu'il m'a donné ce challenge et l'accès à tous, bien forcément, je suis allé en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a 600 millions, c'est effectivement 600 millions de personnes aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'eau et à l'électricité, même un peu plus. Et le défi, c'était comment apporter à tous, en fin de compte, cette technologie. Parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est un continent qui ne dépense que ce qu'il a dans la poche. Oui. Et malheureusement, ils sont inondés de produits qui viennent d'Asie, qui ne sont pas toujours de très bonne qualité. Et l'enjeu pour nous, c'était d'apporter un produit qui, d'un point de vue écologique, est bien meilleur que les autres technologies, et aussi de rendre, on parle d'utile, d'apporter un véritable usage. Usage de mobilité, vous voyez, c'est tellement léger que nous, on a imaginé des solutions qui sont portatives, mobiles, et qui puissent être transportées facilement d'un lieu à un autre. Et ça, je trouve que ça a été un élément très très fort, je trouve, en termes de créativité, grâce à cette vision. Et sans vision, tout à l'heure, vous le disiez, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, Emery, ça donne, je dirais, le tempo. Après, c'est cette liberté qu'on laisse aux équipes pour pouvoir l'appliquer. Je pense qu'il faut la vision et cette liberté d'action au sein de l'entreprise pour réussir. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très très fort en termes de créativité. Oui, donc voilà, beaucoup de choses dépendent de la posture du leader qui va effectivement donner des directions, mais aussi donner les moyens à ces équipes d'exercer cette créativité. Après, on peut aussi imaginer, chaque entreprise a son siège, ses bureaux, son espace de travail, son lieu de vie. Et là, je vais repasser la parole à Laurent de Ferry. Réinventer son espace de travail. Et en attendant, on va accueillir Olivier Riom, président de Vivolume, parce que voilà, on va parler ensemble justement. On peut l'applaudir. Voilà, tous les deux ont travaillé justement à un besoin exprimé par le cabinet Selentia, voilà, d'avoir de nouveaux espaces. Expliquez-nous. Alors, donc Selentia, cabinet de conseil, on évoluait depuis 2008, création du cabinet dans des locaux. Il faut savoir qu'on a une activité qui fait que les consultants sont peu dans nos locaux. Même si ils sont peu nombreux, on avait une surface qui nous empêchait quand ils sont là, les accueillir correctement. On a eu un premier projet d'aménagement des locaux où, en travaillant en fait collaborativement avec les consultants sur les usages qu'on voulait faire de nos espaces de travail, on s'est rendu compte qu'ils étaient trop petits. Donc on a déménagé avec un vrai projet collaboratif en équipe sur nos locaux et nos espaces de travail. L'idée en fait étant, nos consultants ont l'habitude d'être à l'extérieur, donc quelque part ils sortent de la boîte tous les jours, ce qui est très intéressant d'ailleurs, puisqu'on peut aussi s'enrichir de tout ça. En revanche, le biais de ça, c'est que quand ils reviennent au bureau, il faut créer vraiment les conditions qui font qu'ils puissent travailler de manière optimum, qu'ils puissent avoir des idées, qu'ils puissent être créatifs dès lors qu'ils reviennent dans les locaux. Donc, du coup, on a effectivement créé... Exprimer ce besoin, ouais, et auprès de Vivolume, qui a pris finalement, Olivier, en main ce besoin pour créer les nouveaux espaces Selentia. Alors les espaces ont été créés avec Noël Corlet, donc du cabinet Co-Design. Nous, on a effectivement réalisé l'aménagement intérieur. On a tendance à dire dans l'aménagement de bureaux, montre-moi tes bureaux, je te dirai qui tu es. Oui. Les bureaux représentent vraiment l'entreprise. C'est Winston Churchill, donc c'est pas le dernier start-upper, mais qui disait « Nous façonnons des bureaux et ensuite les bureaux nous façonnent ». Et c'est vraiment ça. Ça a été dit ce matin à la plénière. C'est pas en créant des locaux créatifs qu'on va créer de la créativité. Par contre, c'est vrai que les bureaux contribuent vraiment à générer une ambiance particulière. Permettent l'expression de cette créativité. Voilà. Alors l'important, c'est d'adapter. Là, vous avez des consultants, donc il faut s'adapter à chaque client. On a l'habitude, enfin, dans le space planning, on peut traquer les gens, c'est-à-dire savoir où ils sont.
Quand on pose la question à un cadre, il estime être dans son bureau 70% du temps de travail. Oui. Quand on le traque, on réalise qu'il est en fait 30% dans son bureau. Et le bureau, c'est quoi? C'est un espace où on traite ses mails, mais on fait aussi un entretien, on va faire de la créativité. Et pour ça, on est toujours assis au même poste de travail, au même endroit. Et on considère que c'est juste inadapté. On crée des espaces pour faire de la créativité, il y a des espaces créés différemment pour recevoir un collaborateur, pour traiter ses mails, etc. Vous parlez beaucoup de la mobilité au sein de ces espaces. Ça a l'air d'être un point important. Oui, là aussi on fait des analyses sur le bien-être au travail et le plaisir des collaborateurs. L'un des points essentiels, c'est de pouvoir choisir son espace de travail en fonction de sa tâche. Et c'est vraiment ça ce qui est important pour développer le bien-être. Ce n'est pas uniquement en mettant un baby-foot dans une salle qu'on crée le bien-être des collaborateurs, c'est en pensant utilité et quelle fonction il va faire dans ce lieu. Alors justement, on a quelques photos et le baby-foot, il y en a un chez Celencia, oui. Du baby-foot, du gazon. Racontez-nous un petit peu. Alors, pourquoi on cite l'anecdote du baby-foot? On voit toutes les startups avec un baby-foot et certains clients nous disent on aimerait de la créativité, il nous faut un baby-foot. On dit non, on recommence à zéro. Vous faites quoi? Pourquoi vous créez des bureaux? Qu'est-ce que vous voulez générer dans vos bureaux? C'est vraiment la caricature de on peut en faire et c'est bien. Et là, il y a effectivement un putter, mais qui a du sens dans l'installation. C'est pas ça ce qui crée la créativité. Voilà, on va le voir aussi dans les photos suivantes. Les photos vont défiler pendant qu'on en parle justement. Vous dites que n'importe... Bah tiens, voilà, il y avait le putter avec le baby-foot qu'on évoquait. Ils sont bien là. Justement, vous dites que ce qui est important, c'est l'objet, c'est l'utilisation des lieux et non pas d'apporter des choses, des jouets. Le fond prime à la forme. Oui, et l'aménagement est important. On voit beaucoup d'entreprises qui se disent on est ouvert sur les clients, on est créatif, et puis on voit des bureaux fermés, comme c'était très bien dit à la Camif tout à l'heure, mais c'est vraiment l'image. On voit le directeur général, à droite le directeur financier et à gauche le directeur juridique. Et on leur dit vous aurez beau dire tout ce que vous voulez, le non-verbal, c'est ça, le sens que vous donnez à vos clients, à vos collaborateurs. C'est que ce qui est important pour vous, c'est d'avoir un bureau fermé, donc cloisonné, et la direction juridique et financière à côté. Donc c'est important d'avoir des bureaux qui nous ressemblent, et on recite Churchill. Ensuite, les bureaux nous façonnent. Donc je pense qu'à la Camif, avec ses bureaux fermés, de facto, ça impliquait un certain... Vous pouvez répondre. Hein. Je les ai tellement briefés qu'on était court qu'ils se tiennent bien, ils sont tous sages. C'est ça, finalement, les locaux de la Camif impliquer cette façon de travailler et de voir les choses. C'est clair que les locaux façonnent. Nous, quand on a relancé, on s'est mis au milieu du magasin. Il n'y avait plus de clients qui venaient, mais on était en train de refaire tout. Il n'y avait pas de cloison. La salle de réunion, il n'y avait pas de cloison. Et moi, mon bureau était au milieu de l'espace ouvert. Tout était ouvert. Et j'étais convaincu qu'une des premières façons de faciliter la collaboration, et on était dans un moment où il fallait tout réinventer, donc on travaillait en mode projet sur beaucoup de choses, c'était qu'il n'y ait pas d'obstacles physiques. Après, il y en a qui sont dans la tête, qui sont beaucoup plus difficiles à lever que les obstacles physiques. Mais oui, déjà, effectivement, l'aménagement de l'espace. Puis là, on a déménagé il y a 2 ans. C'est les collaborateurs qui ont entièrement revu dans le nouveau site l'aménagement de l'espace. Donc on a toujours un open space, mais tout au pourtour de l'espace ouvert, chacun a un petit espace où on peut venir s'isoler avec des canapés, forcément made in France, des petites tables basses, mais aussi des espaces où on peut venir travailler avec des bureaux hauts pour pouvoir travailler debout. Et je crois qu'effectivement, le fait qu'ils aient participé à imaginer l'espace, à choisir les bureaux, à poncer, huiler, monter les bureaux, parce qu'ils ont fait tout ça, on les a fait fabriquer dans un Fab Lab, etc. Ça a contribué à ce qu'il y ait une totale appropriation par les collaborateurs de leur espace de travail. Et effectivement, je pense que ça contribue à la qualité de vie au travail. Pendant que vous parliez, Emery Jacquia, on a vu les locaux de Celencia. Laurent Deferry, comment vous vivez maintenant dans vos nouveaux locaux? Alors, on voyait tout à l'heure l'espace, on va dire, convivial avec le baby-foot, le putting green, bon, des choses un peu ludiques, mais pour nous, c'est un espace extrêmement important, puisque, comme vous l'avez compris, les consultants passent. Parfois pour déjeuner, parfois le soir pour se retrouver autour de projets.
Donc ça, c'est un espace essentiel. Et ensuite, ce qu'on a mis en place, c'est des salles de formation et de créativité. Notamment une salle de créativité en fait dans laquelle depuis, alors on est passé outre nos frustrations des locaux précédents qui étaient que on voulait que ces locaux puissent être aussi un espace où on puisse accueillir nos collaborateurs mais aussi nos clients. Et il y a 2 mois, donc depuis l'ouverture de ces locaux, on a organisé un atelier de créativité avec nos clients. Donc on a réuni nos clients tous ensemble, alors, des représentants de nos clients, pour travailler sur notre métier de demain. Alors métier du conseil, mais aussi leur métier à eux. Donc c'est une réflexion collaborative. Et clairement, il aurait été impossible de le faire dans les anciens locaux. Vous me direz, on aurait pu le faire à l'extérieur, mais quoi de mieux de pouvoir incarner, de pouvoir les accueillir et de pouvoir nous être un stimulateur de leurs idées et de manière collaborative avec eux. Et du coup, transmettre une forme d'énergie créative. C'est exactement ça. Nous allons, Olivier Riom, vous restez avec nous, vous allez conclure parce que vous avez participé à la construction de cette table ronde et c'est vous qui aurez la lourde tâche de conclure après l'intervention d'Emery Jacquilla et Anne-Laure Maison. On évoquait cet artiste qui va nous rejoindre tout de suite. Voilà, ça commence à faire... Non, ne bougez pas, voilà. Je vais la garder avec moi. Alors, bonjour Anne-Laure. Vous êtes... Installez-vous. Voilà. Vous êtes artiste et vous avez été invité par justement le groupe Camif Matelsom à entrer en résidence dans leurs locaux pour leur proposer alors, je vais dire quelque chose. Parce qu'au début, c'était un petit peu ça, quoi. C'était un départ, c'était une lancée dans le vide, à l'aventure. Tout à fait, c'était une idée plutôt dingue d'ailleurs. Je ne sais pas si je recommencerai aujourd'hui avec le recul, parce que là, c'était une super expérience, mais je pense qu'il faut beaucoup de choses pour que ça fonctionne. Et là, en l'occurrence, ça a fonctionné. Mais voilà, Emery a eu l'idée assez dingue de me dire, là pour le coup, c'est tu es artiste, tu viens chez nous et on va être la matière de ton travail. Bien, déjà. Alors, vous avez le micro. Comment est venue cette idée de vouloir transposer les membres de l'entreprise en art vivant ? Je pense qu'on était à un moment, c'était 1 an après la relance, on avait absolument tout changé, toute l'organisation, tous les process, toute l'informatique, et puis tout le monde était complètement sous l'eau. Et il y avait besoin de faire naître une nouvelle culture d'entreprise, une culture de l'agilité, une culture de l'ouverture. Et je me suis dit finalement, ce qu'il faut qu'on arrive à... Et puis c'est vrai qu'il y avait aussi besoin de faire naître une nouvelle culture d'entreprise, qui soit ni celle de Camif avant, ni celle de Matelsom et des gens qui nous avaient suivis de Nanterre pour venir s'installer à Niort, mais une nouvelle culture d'entreprise. Et pour ça, je me suis dit, finalement, il faut qu'on vive une expérience qui soit complètement atypique, complètement folle. Et je me suis dit, pour changer la culture, il faut faire appel à une spécialiste de la culture. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire venir Anne-Laure, d'autant plus qu'on avait déjà travaillé avec Anne-Laure, parce qu'elle s'appelle Anne-Laure Maison, qu'elle avait un nom tout prédestiné pour travailler avec nous dans l'équipement de la maison. Et on avait fait une carte de vœux avec Anne-Laure. Et j'avais eu des remontées des collaborateurs qui m'ont dit, c'est très bien, elle est très jolie ta carte de vœux, mais fais-la plutôt avec l'UNICEF l'année prochaine, parce que de toute façon, l'artiste, on ne la voit jamais. C'était resté dans un coin de ma tête. Là, pour le coup, ils l'ont bien vu, l'artiste. Pour le coup, ils l'ont eu pendant 3 mois. Et ils l'ont eu pendant 3 mois. Quand elle est arrivée, évidemment, personne ne comprenait pourquoi elle était là. Les gens m'ont regardé avec un air bizarre, en disant qu'Emery a encore eu une idée complètement farfelue. Mais j'ai été convaincu que c'était en vivant une expérience unique qu'on créerait notre première brique d'entreprise. Et que le fait d'avoir au sein de l'entreprise, au cœur de l'entreprise, une artiste, ça nous apporterait quelque chose à minima du plaisir, parce qu'il fallait retrouver du plaisir aussi. Il fallait recréer du lien entre des collaborateurs qui avaient des profils très différents, les anciens de la Camif, culture très, très grosse boîte, très pyramidale, et puis les nouvelles recrues ou les anciens de Matelsom plutôt start-up. Et je me suis dit finalement l'artiste ça va réparer tout ça. Ça va donner une énergie positive. Et inciter chacun à lever le nez de son clavier peut-être. C'est un objectif qui a été atteint, que vous avez réussi à mettre en œuvre ? Alors je crois,
je parlerai donc j'ai essayé de faire plein de choses, d'intervenir de façon complètement différente, mais je crois que le projet qui a le plus marqué, qui est resté, qui aujourd'hui est vraiment un peu emblématique, et on en parle d'ailleurs encore aujourd'hui, mais c'est que Emery m'avait invité donc à venir et il m'a dit tu vas voir, c'est super, on est dans un open space, tout le monde peut se parler, moi je suis au milieu, pour la communication c'est top. Moi j'arrive et je vois personne lever son nez du clavier, tout le monde s'envoyait des mails, personne ne communiquait réellement. Un open space quoi. Un open space. Oui. Et là je me suis dit mais c'est dingue, ils pourraient échanger et non. Ils restent sur le truc comme s'ils étaient cloisonnés, chacun reste cloisonné. C'est cette barrière mentale. Et là, donc j'ai rien dit à Emery, j'observais. Et je suis revenue la semaine d'après avec des rouleaux de scotch rose fluo. Et je me suis dit, tiens, à chaque fois que quelqu'un va faire l'effort de se lever pour parler à un de ses collègues, je vais matérialiser cette ligne. Et donc, je guettais comme ça. Ça a duré des heures. Et ils ont commencé à me voir, leur courir après, me mettre à quatre pattes pour faire cette ligne, vraiment matérialiser cette ligne de contact. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais? Tu nous cloisonnes? C'était le mot qui sortait, tu nous cloisonnes. Je disais, mais non, regardez ce que je fais. Et ils ont commencé à observer et à se rendre compte qu'en fait, je matérialisais justement ce lien. Et ils se sont prêtés au jeu. Et ceux qui n'avaient pas leur ligne se disaient, mince, moi je ne communique pas, donc allez, je vais me lever, je vais aller parler, je ne vais pas envoyer un mail. Je vais avoir mon bout de scotch. Et d'un seul coup, l'open space s'est tissé comme ça progressivement de ces lignes roses qui matérialisaient justement le lien et le contact. Oui. C'est devenu un jeu, mais voilà. Les gens se sont levés, ont commencé à discuter grâce à cette démarche. C'est ça, je crois qu'ils ont pris conscience de cette barrière mentale qu'ils avaient. Est-ce qu'on peut dire que, du coup, ça a fonctionné, ça a marché, l'objectif a été atteint? J'en ai l'impression. Disons que heureusement que ça a duré 3 mois, parce que le premier mois, vraiment, les gens se demandaient ce que faisait Anne-Laure, et je pense qu'Anne-Laure elle-même se demandait ce qu'elle faisait là. Ça a dû être difficile pour vous, Anne-Laure, les premiers temps. C'était l'enfer. Le premier jour, c'était cool, parce que tout le monde me disait bonjour et m'accordait 5 minutes de son temps. Et après, j'étais là, et tout le monde bossait, parce qu'ils étaient dans le jus, et effectivement, ils avaient autre chose à faire que parler à l'artiste. Donc j'ai bu des dizaines de cafés, je courais après les gens à chaque pause clope, je me suis remise à fumer. Bravo. Enfin voilà, c'était. Mais c'est comme ça que j'ai finalement retissé un peu noué le contact. C'est vous finalement qui avez recréé du lien. Je pense que il y a besoin d'un élément extérieur, d'où l'intitulé de ce module, ouvrir sa boîte. Il faut ouvrir sa boîte, un élément extérieur peut-être, Emery. Pour moi, la vraie leçon de la résidence d'Anne-Laure, il y en a deux, mais la première, c'est que la vraie richesse d'une entreprise, c'est justement cette capacité à créer du lien. Créer du lien entre collaborateurs, créer du lien avec ses clients, créer du lien avec ses fournisseurs. C'est ce qui d'ailleurs nous a mis sur la voie du Tour du Made in France, qui est un merveilleux moment où pendant 5 semaines, on crée du lien, et un lien très fort. Et je suis convaincu qu'entre deux entreprises qui ont strictement le même bilan, les mêmes chiffres, les mêmes ratios financiers, quand la crise arrive, celle qui résiste, c'est celle qui a créé du lien. Un lien très fort avec ses clients, ses fournisseurs, avec ses collaborateurs qui vont les soutenir dans les moments difficiles. Et ça se matérialise dans aucun des bilans et les banquiers ne le voient pas. Mais oui, l'importance du lien, elle est déterminante. La deuxième chose qui, moi, m'a marqué dans la résidence qu'Anne-Laure a faite chez nous pendant 3 mois, c'est qu'il n'y avait pas un jour où il ne se passait pas quelque chose dans l'entreprise. Tous les jours, elle produisait des choses. Donc un jour, on arrive, il y avait toutes les places de parking taguées avec des noms d'artistes contemporains. Donc les gens allaient la voir, mais qu'est-ce que tu as fait? Il n'y a plus les numéros, il y a des artistes contemporains maintenant écrits. Voilà. Donc c'était la façon qu'Anne-Laure a trouvé de créer du lien avec l'intérieur de l'entreprise. Et tous les jours, il se passait quelque chose. Un jour, on rentrait par une petite porte du magasin de la Camif, qui était à gauche du magasin, qui était au-dessus de laquelle il y avait une enseigne service après-vente. C'était un peu tout le symbole de ce qu'on était en train de faire à la Camif, du service après-vente. Et elle avait masqué les lettres du mot service après-vente pour qu'on ne voit plus que le mot rêve. Voilà. Quand je dis bonjour, tous les matins à tous mes collaborateurs, j'arrive, je dis bonjour, vous avez vu, aujourd'hui vous êtes rentrés dans un rêve. Mais je vous garantis que personne n'avait vu le truc qu'Anne-Laure avait fait. Ils étaient tous passés par la même porte, ils ne l'avaient pas remarqué. Ça doit nous interroger aussi sur notre capacité à garder un regard neuf chaque jour, à garder et à conserver notre capacité à nous émerveiller, parce que c'est ça qui fait le sens de la vie. Oui, merci beaucoup pour ces témoignages. Merci beaucoup Anne-Laure Maison. Donc la chose finalement à retenir, merci de toutes ces expériences, c'est que...
Bravo. La créativité, oui, mais à partir du moment où elle s'appuie sur un fond, un vrai fond, et où on lui permet finalement de s'exprimer, quel que soit son moyen d'expression. Et je vais passer, à moins qu'il y ait des questions, peut-être, si vous souhaitez intervenir, dernière opportunité de prendre la parole, voilà, ou de dire si oui, ah bah voilà, très bien, je me rapproche. Mademoiselle d'abord, madame, entre les deux. Marion Cornu, moi je suis avocate en droit social. Bonjour, donc moi j'ai entendu pas mal de vocabulaire RSE, donc j'ai compris que c'était une démarche assumée au sein du groupe Armor. Donc c'est vrai que la RSE, en général, elle irrigue toute la stratégie de l'entreprise et elle est assez collaborative. Hein. Et donc je me demandais en fait comment est-ce que concrètement, ou si déjà vous l'aviez fait, chacun dans vos entreprises, de permettre aux salariés en fait de contribuer à cette créativité. Donc est-ce que vous aviez mis en place des boîtes à idées? Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des outils concrets qui ont permis en fait de remonter et de co-construire cette créativité d'entreprise? Alors pour moi, la RSE, ça ne veut rien dire à part redonner du sens à l'entreprise. Et c'est ça l'essentiel de la RSE. Et à partir du moment où tout le monde partage le sens, et je pense que notre rôle, le rôle du leader, c'est effectivement d'avoir une vision, d'exprimer cette mission qu'a l'entreprise, la raison d'être de l'entreprise, et ensuite d'abandonner le pouvoir pour que justement les collaborateurs se saisissent de cette mission et la traduisent dans leurs enjeux opérationnels au quotidien. Et nous, on fait un exercice, chaque année, on fait le budget de manière collaborative. C'est 9 personnes de l'entreprise qui sont volontaires et qui sont, s'il y en a plus que 9, élus par le reste de l'entreprise et qui conduisent entièrement l'exercice budgétaire pendant 3 mois. Ils sont accompagnés par les managers et c'est en se saisissant de la mission et en la traduisant dans les choix qu'on va faire, les orientations qu'ils vont donner à l'entreprise en choisissant ce sur quoi on va mettre les ressources humaines, financières, les projets sur lesquels on va travailler, qu'ils se saisissent du sens de l'entreprise. Et un des plus gros projets sur lesquels on travaille là cette année en ce moment est issu directement du processus de budget collaboratif qui nous a d'ailleurs valu le Grand Prix de l'entreprise collaborative l'année dernière, parce qu'on était très fiers. Et c'est un pivot qu'on va opérer sur camif.fr pour passer d'un site e-commerce dédié à l'équipement durable de la maison à une plateforme collaborative au service de la consommation responsable pour pouvoir donner et trouver autour de chez nous des moyens pour pouvoir rénover nos vieux meubles, réparer nos machines à laver, redonner une deuxième vie à un meuble en le récupérant chez un voisin qui n'en a plus besoin. Voilà, tout ça, c'est né de l'appropriation que sont fait les collaborateurs de la mission de l'entreprise. Merci Emery Jacquillard. Il va rester un petit peu, vous aurez l'occasion, il a plein de choses à raconter. On va passer la parole à François Barraud. Je rebondis sur votre question. Ça fait 5 ans que je suis chez Armor. C'est ma deuxième expérience chez Armor, donc j'y suis allé, j'étais déjà là dans les années 90, il y a quelques années. Ce que je peux vous dire, c'est que simplement, c'est un témoignage que je voudrais partager avec vous. On parlait de la RSE, chacun a sa vision, mais ce qui est important, c'est de le vivre. Et ce qu'a réussi M. Hubert de Boisredon, c'est qu'en fait, c'est devenu quelque chose de d'inné, en fait, quelque chose qui est partagé par tout le monde. Tout le monde est acteur chez nous de petites choses, des petites actions, c'est-à-dire à son niveau. Et je vais juste prendre un seul exemple. Par exemple, lorsque l'entreprise a déménagé, c'était dans les années, c'était en 2006, une grande partie d'usine a été transférée de Nantes à la Chevrolière. 20 km à faire. Pour certains, c'est presque un véritable cauchemar. Et d'un seul coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, une entraide s'est mise en place entre chacun des salariés et ils ont fait du Blablacar avant que le Blablacar existe. Donc, ils se sont en fin de compte liés ensemble avec un impact, parce que forcément, par rapport à la direction qui avait été donnée par M. Hubert de Boisredon, eh bien, chacun s'est dit, est-ce que je peux t'accompagner ? Et M. Hubert de Boisredon les a accompagnés dans cet élan-là, au point de mettre les personnes qui étaient en équipe, par exemple le week-end, tous ceux qui voulaient partir, par exemple le samedi matin, ils étaient dans la même équipe. Donc, ce que je veux juste vous dire, il n'y a pas, quand on parle de boîte à idées, souvent c'est un peu le côté un peu cliché pour moi. Je pense que ce qui est important, c'est de le vivre. Et d'un seul coup, vous créez, on parlait de communication, je trouve que l'exemple du Scotch Rose, qui illustre la communication entre deux personnes, c'est ça qui fait que les gens, en se parlant, sont créatifs et s'entraident entre eux. Merci beaucoup. J'avais une autre question ici.
Merci Jean-Luc. Ça fait longtemps que j'avais la question en tête, j'ai tout oublié. Mais non, ma question, elle s'adresse à Emery parce que sur l'idée créatrice, d'où vient-elle? J'ai toujours un peu interrogé là-dessus. Vous, en 98, vous arrivez avec une vieille dame presque centenaire, vous avez une petite idée derrière la tête, vous êtes entrepreneur. Qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez vraiment avec la page blanche en vous disant « il y a un nom, avec ça je vais en faire quelque chose et puis les gens vont m'aider » ou est-ce que vous arrivez avec une idée derrière la tête et vous vous dites « je vais faire en sorte de les faire adhérer à mon projet » J'ai forcément une petite idée derrière la tête. Si je me suis intéressé à la CAMIF et à redonner une deuxième vie à la CAMIF, c'est que je croyais à la puissance des marques. Et même si une entreprise peut connaître des difficultés, voire des difficultés au point de disparaître, une grande marque, ça ne meurt jamais. Et puis, d'autant plus dans un environnement très concurrentiel où aujourd'hui, c'est Google qui fait la loi. Donc, si vous n'avez pas une marque forte, vous avez peu de chances de vous différencier. Et puis, voilà. Après, c'est l'écoute, le point déterminant qui nourrit l'inspiration, qui permet l'échange, qui permet la créativité. C'est l'écoute, c'est l'ouverture aux autres, c'est la bienveillance, c'est l'expérimentation permanente, c'est l'acceptation de l'échec, c'est tout ça, c'est la confiance, c'est tout ça qui fait qu'on crée les conditions de la créativité. Et donc oui, c'est en écoutant les clients sur qu'est-ce qui... Et je réagis aussi en termes de communication audiovisuelle. L'écoute est très importante et j'imagine que pour vous aussi, l'apport d'expertise et la maîtrise de certains outils au service de cette créativité vous permettent de la mettre en œuvre. C'est écouter les clients, c'est aussi écouter les signaux faibles. Nos clients nous remontaient régulièrement qu'on n'avait pas repris les magasins, donc il n'y avait plus de magasin CAMIF, donc on ne pouvait plus essayer les beaux canapés qu'on achetait avant la CAMIF. L'idée est née donc des collaborateurs de pouvoir lancer une innovation sur le site de la CAMIF qui s'appelle Près de chez vous, ou à côté de chez vous, vous pouvez localiser un client qui a déjà acheté un canapé à la CAMIF, chez qui vous allez pouvoir aller essayer le canapé. Bon, là, c'est super innovant, vous n'avez plus besoin de magasin, vous allez voir un client où il n'y a plus besoin de vendeur, vous ne parlez pas à un vendeur, vous ne voyez pas un vendeur, vous voyez un vrai utilisateur du produit et vous ne voyez pas le produit neuf, vous voyez le produit tel qu'il est au bout de quelques années d'utilisation, donc la qualité, vous pouvez vraiment la toucher du doigt. Donc ça, c'est né de l'écoute qu'on a eu de nos verbatim clients et d'une frustration de certain nombre de clients qui étaient habitués à aller au magasin. Et en même temps, comment on traduit ça dans notre modèle économique qui est un modèle pure player Internet parce que avoir des magasins aujourd'hui, il y en a déjà beaucoup trop, donc c'est compliqué. Voilà. Donc on l'a vu, hein, la posture du leader, réinventer son espace de travail, ouvrir sa boîte, aussi s'appuyer sur l'écoute, très important, on ne l'avait pas intégré, mais voilà, ça c'est aussi un nouvel élément. Et nous allons conclure maintenant avec Olivier Riom. Voilà, vous avez participé activement à l'élaboration de cette table ronde, ça a été tout un travail de groupe. Je vous laisse le soin de conclure. Merci. Oui, je voulais conclure au nom des 3 associations. Vous savez que les Jules Verne, c'est en fait des associations qui organisent chaque table ronde. Donc, cette table ronde était organisée donc, par Carbao, avec François-Xavier Dauphin qui représentait, les 26 000 de l'Ouest. Donc, Carbao, juste 2 mots, c'est un club d'entreprise, recommandation de bouche à oreille. Les 26 000 de l'Ouest, avec Isabelle Rouleau, qui est un club pour les personnes impliquées dans la RSE, pour des échanges de bonnes pratiques. Et puis, Laurent Gireg et moi, on est à DRO, dirigeants responsables de l'Ouest. C'est un club de 70 dirigeants qui souhaitent mettre la RSE au cœur de leur stratégie. J'ai donc été très touché par la question, parce que, voilà, ce n'est pas les associations, mais que la RSE suinte à travers les propos, ça nous a touché, parce qu'on est 2 associations pour lesquelles on veut vraiment mettre la RSE au cœur de la stratégie, et c'est ça. En travaillant avec les associations, on avait donc identifié 6 postures. Donc je vous les répète en résumé, c'était s'appuyer sur ses savoir-faire, innover socialement, sortir de sa boîte, manager en libérant les énergies, réinventer son espace de travail et ouvrir sa boîte. On va Olivier demander à la régie de nous l'afficher, comme ça les gens vont pouvoir le voir également. Donc on avait identifié 6 postures. Donc merci vraiment à l'animation et à nos 3 témoins qui ont pu illustrer chacun de ces 6 propos. On avait envie surtout d'orienter les propos en se disant, voilà, dans les 3 exemples, voilà comment on l'a mis en place, et puis voilà comment dans vos entreprises, dans nos organisations, on peut nous aussi mettre en place ces postures pour essayer de mettre plus d'innovation.
on va vous laisser à la fin un petit flyer qui reprend ces 6 postures. Et puis au dos, vous avez les personnes qui sont intervenues, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez creuser, les associations qui ont organisé. Donc voilà, on avait juste envie de vous partager, d'essayer d'essaimer un petit peu nos motivations. Et merci à tous les 4 et à tous les intervenants. Je pense que les messages sont transmis. Merci beaucoup. Il est 15h30, c'est l'heure de clore cette table ronde. Merci à tous pour votre attention et bonne continuation. Merci.